Rachid Guéraoui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue au podcast FinTech Fair, émission qui donne la parole aux acteurs et innovateurs de l'écosystème financier. Avant de commencer, je vous laisse vous présenter. Merci de l'invitation. Rachid Avec plaisir. Guéraoui, professeur à l'EPFL, l'École polytechnique fédérale de Lausanne, où je dirige un laboratoire d'algorithmique répartie. Alors mon parcours, avant le PFL, j'étais sur la côte est des États-Unis, à Boston. J'étais aussi sur la côte ouest des États-Unis, chez HP, Hewlett-Packard, au centre de recherche. Avant ça, j'étais à Paris, où j'ai étudié. J'ai été récemment aussi à Paris, au Collège de France. Et pour mes études primaires et secondaires, j'étais au Maroc, où je suis né. Donc ça, c'est pour mon parcours. Ça devait être pas mal des États-Unis. Oui, c'est bien, mais la Suisse, c'est très très bien aussi. Tout aussi bien aussi. La dernière fois qu'on s'est rencontrés, on a parlé de tout ce qui était blockchain, on a essayé de comprendre le pourquoi du comment, puis on s'est dit que ce serait vraiment intéressant de parler avec vous cette fois-là sur l'intelligence artificielle. On va essayer de vraiment comprendre ce qui se passe, le pourquoi, du comment, pourquoi finalement c'est aussi critiqué, quel est vraiment l'usage et surtout les limites de cette intelligence artificielle. Si on commence par vraiment le basique, qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? Alors, il y a beaucoup de définitions de l'intelligence artificielle. Moi, je me rapporte à celle d'Alan Turing, qui, je pense, a vraiment défini le concept d'intelligence artificielle. Alors, Alan Turing, en 1936, a écrit un article où il a présenté le modèle d'ordinateur d'aujourd'hui. D'accord, le modèle d'ordinateur d'aujourd'hui a été imaginé, dessiné par Alan Turing, ce qu'on appelle la machine de Turing. Et puis, quelques années plus tard, 1950, il s'est posé la question, est-ce que la machine que je viens d'inventer, est-ce qu'elle peut penser ? Et là, il a défini ce que c'est que l'intelligence artificielle comme étant la capacité d'une machine à résoudre un problème que seuls les humains pensaient résoudre. Donc il a fait ce qu'on appelle le test de Turing, et quand la machine fait quelque chose et on se dit, tiens, ça c'est quelque chose, on pensait que la machine ne pouvait pas faire, on dit, tiens, elle est intelligente. Donc l'intelligence artificielle, c'est la capacité d'une machine à résoudre un problème, alors souvent c'est des problèmes de calcul, des problèmes mathématiques, qu'on pensait réservés à l'humain. Est-ce que vraiment les humains ne peuvent pas aujourd'hui résoudre ces problèmes-là ? Alors les humains peuvent les résoudre. C'est surtout la machine qui résout des problèmes qu'on pensait réservés à l'humain. Alors je vous donne un exemple. Il y a très très loin dans l'histoire, on pensait que seuls les humains pouvaient faire des additions. Et puis une machine est arrivée qui a fait des additions, la calculette. Pareil pour la multiplication. Et on a dit c'est de l'intelligence artificielle. Donc c'était des problèmes que l'on pensait réservés à l'humain que la machine a réussi à résoudre. Et à travers l'histoire, il y a plein d'exemples comme ça. Et donc, du coup, ça fait longtemps que l'intelligence artificielle existe ? Alors, ça, c'est très intéressant. C'est comme si, moi, j'aime bien faire l'analogie avec ce qu'on appelle la musique des jeunes. L'intelligence artificielle, c'est comme la musique des jeunes. C'est-à-dire, à un moment donné, le jazz était la musique des jeunes. Puis il s'est passé de mode. Donc, quand l'intelligence artificielle a permis à des machines de faire de l'addition, on a dit c'est de l'intelligence artificielle. Puis après, on se dit, bah non, l'effet de surprise est passé. Et donc, on n'a plus appelé ça de l'intelligence artificielle. Donc, c'est comme une mode. Et puis, le rock'n'roll est arrivé dans la musique. On s'est dit, ça, c'est de la musique des jeunes. Le jazz, ce n'est plus de la musique des jeunes. Donc, la définition change au cours du temps de ce que c'est l'intelligence artificielle, parce que l'effet de surprise passe aujourd'hui. ChatGPT, alors ça, on dit c'est de l'intelligence artificielle. Dans 10 ans, on dirait, ah ben non, c'est pas du tout intelligent. ChatGPT, c'est complètement idiot. C'est comme une addition. Donc, le concept va changer. Ce qui reste, c'est des algorithmes, c'est-à-dire des programmes écrits par des humains et des machines. Ça reste. Intelligence artificielle ou pas, ça passe. C'est comme si on disait la batterie, la guitare, le violon, ça reste. Ce qui est la musique des jeunes change au cours du temps. D'accord. ChatGPT, on y reviendra bien évidemment par la suite. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, comment est-ce qu'elle est utilisée au quotidien ? C'est une bonne question parce que, encore une fois, tout dépend de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Alors, quand par exemple des médecins vont utiliser des ordinateurs pour les aider à diagnostiquer un cancer de la peau, on peut dire qu'ils utilisent de l'intelligence artificielle. Alors, je ne sais même plus si aujourd'hui c'est considéré comme de l'intelligence artificielle que d'aller voir une radio puis d'aller la comparer à plein d'autres photos et de dire qu'il y a une forte probabilité d'avoir un cancer de la peau, etc. Mais là, c'est une application concrète de ce qu'on appelle aujourd'hui, ou ce qu'on a peut-être appelé il n'y a pas très longtemps, l'intelligence artificielle. Donc médecine, c'est clairement un exemple. L'autre exemple, c'est quand on vous recommande un restaurant ou une destination de vacances, etc.
D'aucuns appelleront ça de l'intelligence artificielle parce qu'il y a des techniques assez récentes qui permettent d'aller voir ce que vous avez dit la veille, ce que quelqu'un qui vous ressemble a dit l'avant-veille, puis de faire des correspondances et de vous proposer votre prochaine destination de vacances. Et là, il y a l'effet de surprise. Vous vous dites, mais comment comment l'ordinateur a su que j'aimais le surf, que j'aimais le soleil, que j'aimais ceci, que j'aimais cela. On est surpris. On se dit, c'est de l'intelligence artificielle. Alors, si aujourd'hui on devait faire une limite ou refaire une définition de l'intelligence artificielle pour faire la différence, comment est-ce qu'on pourrait définir tout ça ? Encore une fois, c'est ce qui nous surprend. Dès que l'effet de D'accord. surprise est passé, ça y est, ça rentre dans le commun, puis on dit, oh non, c'est juste l'informatique. C'est comme si l'informatique, quand elle nous surprend, ou le numérique, quand il nous surprend, on l'affuble du titre d'intelligent. Donc c'est comme quand un gamin nous sort une équation, puis on se dit, ah ouais, il est super intelligent, il a sorti un truc. Mais si on est très bon en maths, on ne va pas trouver ça très intelligent, ou le lendemain, on ne va pas trouver ça très intelligent. Donc en fait, c'est... Ok, on va garder cette définition-là, ça nous va. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, l'intelligence artificielle, ça en est où ? Que les dernières news, on va dire. Alors il y a deux choses. Il y a ce qui se passe dans les laboratoires de recherche. Et c'est là où se passent les grosses avancées. Donc il y a des conférences alors on appelle ça intelligence artificielle, mais en fait aujourd'hui c'est ce qu'on appelle l'apprentissage, c'est-à-dire toutes les techniques qui permettent à des algorithmes d'apprendre en utilisant les données qu'on leur donne. Donc ce domaine-là avance extrêmement vite. Il y a beaucoup de travaux dans ce domaine, etc., dans les laboratoires de recherche. Donc ce qu'on appelle le machine learning, l'apprentissage machine. Dans le monde des entreprises, etc., il y a malheureusement, les ponts sont parfois cassés, c'est-à-dire qu'il y a des bonnes idées dans les laboratoires qui n'arrivent pas encore dans le monde des entreprises, dans les hôpitaux, etc. Mais il y a quand même des choses qui sont arrivées, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la médecine, dans les systèmes de recommandation, dans des applications comme ça, un peu sur la conduite assistée. On n'est pas encore arrivé à là où voulaient arriver certains géants de l'informatique, mais il y a quand même des choses qui sont en train d'être utilisées dans le monde industriel, même si le gap est encore grand avec ce qui se passe dans les labos de recherche. Est-ce que vous auriez un exemple de dernières recherches qui sont faites peut-être dans les labos de l'EPFL ? Alors, l'une des préoccupations qu'on a, et on va peut-être revenir à ça, c'est comment faire en sorte que l'intelligence artificielle, alors j'utilise moi-même le mot parce que c'est vendeur, comment faire en sorte que les ordinateurs ne nous racontent pas n'importe quoi. Donc aujourd'hui, on est stupéfait parfois par ce que nous dit notre ordinateur, et souvent on se dit, mais c'est vrai, c'est juste... Mais parfois, on ne sait pas distinguer le vrai du faux. On ne sait pas distinguer, est-ce que ce qu'il vient de me dire, c'est vraiment n'importe quoi ? Est-ce que les données qu'il a utilisées, il les a bien utilisées, etc. Donc, on n'a aucune notion de véracité de l'information. Et parmi les travaux que l'on mène à l'EPFL, c'est est-ce qu'on peut vraiment faire confiance aux informations qui nous sont données par ce qu'on va appeler un algorithme d'intelligence artificielle ? Par exemple, s'il dit il y a une probabilité de cancer, est-ce qu'on peut dire, mais d'où est-ce que tu sors ça ? Un médecin peut nous dire je sais ça parce que ça me fait penser à tel grain de beauté que j'ai vu sur tel malade. Il peut nous expliquer l'historique. Aujourd'hui, les systèmes informatiques, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, sont souvent incapables de nous dire pourquoi ils ont dit ça. Et c'est dangereux parce que si on doit opérer une personne, ça peut avoir des actes. Donc les travaux que l'on mène vont dans le sens d'essayer de, quelque part, vérifier l'information produite par ces systèmes de recommandation, ces IA, comme on dit. Pour l'aspect médical, bien évidemment, ça fait sens, mais dans tout ce qui est recherche d'informations et toutes ces choses-là, aujourd'hui, on va tous sur les moteurs de recherche et on utilise l'information qu'on a sans vraiment se poser la question de la véracité. Pourquoi, finalement, avec l'intelligence artificielle, ça dérange ? Et ce qu'on en fait au quotidien sur les réseaux et sur les autres utilisations, ça dérange moins. Alors, ça devrait déranger. Oui. Vous dites ça dérange moins, mais ça devrait déranger. Je pense qu'on est en train d'arriver à une espèce de surabondance de l'information, et en particulier de l'information fausse, qui met en péril nos démocraties. Je veux dire, les dernières élections aux États-Unis ou ailleurs dans le monde ont été très, très malmenées par les fausses informations. Et souvent, ces informations, c'était ce qu'on peut appeler des IA qui les ont produites. C'est-à-dire, on est allé chercher, puis le système Google utilise des espèces de correspondances entre informations qu'on peut parfois appeler de l'IA, qui sont basées à la base sur des sources fausses. Donc, quelqu'un va mettre dans le système des informations fausses qui vont vous être proposées. Vous allez sur YouTube, vous allez voir des vidéos proposées, etc. Et ça, c'est très dangereux. Donc, je ne dirais pas que comme on ne s'en soucie pas dans les réseaux sociaux, il ne faut pas s'en soucier dans l'IA. Plus exactement, je dirais il faut s'en soucier dans les réseaux sociaux. Et peut-être que l'informatique pourrait nous aider
Aujourd'hui, elle est presque coupable de disséminer de fausses informations. Mais peut-être que dans l'avenir, on pourrait utiliser ça pour aller combattre les fausses informations. On y reviendra peut-être. Combattre, je pense que c'est le bon terme. Une fois de plus, comme on avait vu avec la blockchain, pourquoi est-ce que c'est que récemment que ça vient sur le devant de la scène, cette problématique et tout cet aspect de l'intelligence artificielle, vu que ça existe depuis un moment? Alors, il y a eu parfois on parle d'hiver, d'été, de printemps, d'intelligence artificielle ou de l'informatique de manière générale. Par exemple, le jeu d'échecs, quand la première machine a battu Garry Kasparov au jeu d'échecs, c'était considéré comme un exploit extraordinaire. On s'est dit c'était impossible, on appelait ça de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, aujourd'hui, on ne parlera sûrement pas d'intelligence artificielle si votre téléphone a un programme d'échecs qui peut battre tout le monde. Donc il y a eu des moments comme ça, vous avez raison, il y a eu le jeu de Go, etc. Mais pourquoi aujourd'hui ça s'accélère? En fait, je dirais plus c'est un phénomène d'accélération parce qu'on dispose à la fois des algorithmes d'apprentissage qui apprennent tout seuls et on dispose des capacités de calcul extraordinaires qui permettent d'aller, par exemple, utiliser toutes les informations du web, comme le fait ChatGPT jusqu'à 2021. Ça, on ne pouvait pas faire il y a encore 10 ans. Donc aujourd'hui, on a des systèmes informatiques très puissants, des travaux, des parallélisations de processeurs, des techniques de parallélisation de processeurs qui nous permettent de traiter un grand nombre d'informations et du coup, de nous épater et de nous faire dire c'est de l'intelligence artificielle parce qu'on a des prouesses. De manière générale, quelles seraient les forces et les faiblesses de cette intelligence artificielle? Alors les faiblesses, c'est que c'est pas fiable. D'accord. La force, c'est que ça va très très vite, beaucoup plus vite que l'humain. Donc la force, c'est que, par exemple, j'ai pris l'exemple de la médecine. Aujourd'hui, si vous avez un grain de beauté qui vous semble pas très joli, si vous avez le moyen de le prendre en photo et de l'envoyer au bon centre de données dans le monde, vous avez beaucoup plus d'une information quelque part de bien meilleure qualité que les meilleurs dermatos du monde. Donc d'un côté, elle n'est pas fiable, mais de l'autre, parfois, donc je dis bien parfois, elle est capable de prouesses juste extraordinaires. Donc la force et la faiblesse se rejoignent. Vous avez des systèmes informatiques qui sont épatants parce qu'ils vous donnent des informations extraordinaires qui sont parfois très très utiles. Mais ça sonne tellement vrai que vous avez envie de leur faire confiance. Mais quand c'est faux, c'est très grave parce que ça va vite, on ne vérifie pas, etc., etc. Donc force et faiblesse se rejoignent. Mais encore une fois, comme on essaie de résoudre des problèmes que les humains pensaient être les seuls à résoudre, ça nous fait quelque part penser que c'est quelque chose de très puissant. On lui fait confiance. Il me dit tel restaurant est extraordinaire, je vais faire une confiance aveugle au système et peut me dire forcément ça va être bien, etc. Et quand on est déçu, on est vraiment très déçu parce qu'on se dit mais c'est quand même dingue que cet ordinateur, l'intelligence artificielle m'a recommandé quelque chose de faux. Et pourtant, c'est pas si étonnant que ça quand on connaît un peu les rouages sous-jacents à ces systèmes. Donc force et faiblesse, c'est puissant, pas toujours fiable, mais ça a l'air fiable. Mais pourquoi finalement c'est pas fiable? Parce que c'est trop tôt ou parce que la source n'est pas fiable? Qu'est-ce qui fait que? Alors pour vous donner une petite intuition pourquoi c'est pas fiable, ça va très très vite. Et la manière avec laquelle ça marche souvent, c'est, je simplifie un peu, ça utilise par exemple des moyennes. Vous imaginez, vous prenez un ensemble par exemple, des recommandations sur des restaurants. Je prends un exemple très simple. Vous mettez 3, quelqu'un met 2, l'autre met 4, etc. Et puis le système informatique, qu'on va appeler IA, va aller faire une moyenne de toutes les évaluations. D'accord ? Maintenant, supposez qu'il y ait une personne, donc une moyenne parmi 10 000. Supposez qu'il y ait une personne qui ait pu mettre, par exemple, la note 300 000 et que le système n'a pas prévu que quelqu'un allait tricher. Si vous faites une moyenne et puis certains ont mis 2, d'autres 3, l'autre 1, et puis quelqu'un a mis 300 000, vous allez bien voir que le score va être immense. Donc en fait, il suffit d'une personne qui introduise une mauvaise information à un moment donné pour que tout le résultat parte en vrille. Mais ça, c'est de la statistique simple où on enlève justement, pour faire la moyenne, on enlève ce qu'on appelle les valeurs extrêmes. Voilà, mais parfois les valeurs extrêmes sont pas... J'ai pris l'exemple de 300 000 pour caricaturer, mais parfois les valeurs extrêmes sont pas vont pas si loin que ça, donc on n'arrive pas forcément à les voir. Donc ce qu'il faut faire pour rendre les choses fiables, c'est un peu ce que vous faites, mais de manière plus générale, c'est prendre des médianes, c'est prendre des filtres d'information. Ce que ne font pas malheureusement aujourd'hui beaucoup de systèmes informatiques. Parce que c'est pas complètement trivial de repérer les valeurs extrêmes. Parfois c'est pas extrême, c'est juste un 10 et les autres sont des 2 ou 3. Peut-être que c'est vrai, peut-être que quelqu'un a vraiment donné 10. Donc c'est cette
idée-là qu'il faut arriver à matérialiser et à faire rentrer dans les systèmes informatiques, virer les extrêmes qui pourraient en fait parfois ne pas être des extrêmes mais des valeurs vraies, et puis se dire c'est pas très grave si on en enlève une, etc. Donc c'est tout cet exercice que les gens parfois appellent le bon sens. Nous, on a acquis tellement d'expérience que parfois on se dit ça semble bizarre une température de -10 en été. L'ordinateur, il n'a pas ce qu'on appelle aujourd'hui le bon sens, c'est-à-dire qu'il manque ces informations-là. Et ce qui le rend pas fiable par opposition à sa vitesse. Il va beaucoup plus vite que nous, sans avoir le fameux bon sens, donc effectivement, ça peut être dangereux. Mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans l'avancée ? Justement, vous avez dit, il est capable ou pas capable. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle est vraiment capable de faire aujourd'hui ? Parce qu'on entend de tout. On entend qu'il y a des... je ne sais pas si vous avez entendu des programmes informatiques qui sont devenus psychopathes parce qu'on leur met plein d'informations qui sont faussées. Donc, du coup, ils font n'importe quoi. On a entendu des programmes qui peuvent se régénérer tout seuls et que l'intervention humaine est totalement écartée. Enfin, vraiment, on entend tout et son contraire. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça aujourd'hui, peut-être pour rassurer et remettre un peu les choses dans leur contexte ? De quoi est-ce que le numérique au sens large est capable ? Par exemple, faire un tableau qui ressemble comme deux gouttes à un tableau de Rembrandt, c'est possible. Ça a été fait et c'est étonnant. C'est-à-dire que c'est quelque part une menace pour les musées, pour la peinture. Finir une symphonie de Beethoven, pareil, c'est possible. Battre l'humain à tous les jeux possibles et imaginables, c'est possible. Ce qui n'était pas considéré comme possible il y a 10 ans. Par exemple, le jeu de Go, il y a tellement de possibilités, plus que le nombre d'atomes dans l'univers, on ne pensait pas qu'une machine allait pouvoir avoir l'intuition. Le jeu de poker, par exemple, où il faut mentir. Là, on pensait que la machine ne pourrait pas mentir et bluffer. Finalement, on a réussi à faire en sorte que la machine puisse bluffer. Donc tout ça, c'est du domaine du possible. Ce qui est difficile, c'est quelque part de garder la constance à travers les applications. Aujourd'hui, il y a un ordinateur qui peut battre l'humain au jeu de Go, au jeu d'échecs, etc., etc. Mais dès qu'on essaie de faire des choses plus générales, fiables, là, aujourd'hui, on sait que ce n'est pas vrai. ChatGPT, encore une fois, en est un exemple, mais on n'arrive pas à avoir des systèmes sur lesquels on peut vraiment sur lesquels on peut se reposer complètement. Sur le long terme, vous dites. Sur le long terme. Donc, il est capable de nous aider pour certaines décisions, l'ordinateur, mais pas de prendre la décision à notre place. C'est peut-être comme ça que je résumerai. Donc c'est des systèmes d'aide à la décision, mais pour l'instant, je pense que l'intervention humaine reste cruciale dès que c'est important, dès qu'il s'agit de la santé humaine, ou de conduire une voiture, ou de conduire un avion, ou de piloter un avion, etc. C'est vrai que c'est quelque chose qui est beaucoup critiqué, et je pense que c'est vu comme une menace, justement, pour beaucoup de métiers. Comme vous avez dit, que ce soit la médecine ou que ce soit beaucoup d'autres métiers, d'ailleurs. J'ai vraiment l'impression, comme vous dites, c'est que ça va décharger tout cet aspect chronophage de certains métiers. On peut prendre l'exemple d'un avocat qui doit faire, pour un cas, qui doit faire énormément de recherches pour arriver à une conclusion et à une prise de décision. Et bien c'est vrai que toute l'intelligence artificielle va peut-être prendre tout cet aspect-là qui est chronophage pour remettre vraiment l'avocat au cœur même de son métier de base qui est du conseil. Et j'ai l'impression que ça va remettre beaucoup de métiers, leur métier de base qui est le conseil, quel que soit le domaine. Absolument, je pense que vous avez tout à fait raison. Maintenant, c'est aussi un danger parce que je n'ai pas envie de jeter la pierre sur un avocat ou sur une société de conseil, etc. Mais parfois, quand on est facturé à l'heure, eh bien, c'est pas quelque part, dans certains métiers, ils vont vous faire payer le temps qu'ils ont passé à aller chercher de l'information. Aujourd'hui, vous allez les menacer parce que vous allez leur dire non, je n'ai pas besoin de vous payer pour aller chercher cette information-là, l'ordinateur va le faire pour moi. Donc il y a quand même une menace. Même si on dit ça va les remettre dans le cœur de leur métier, s'ils vous facturent à l'heure, c'est quelque part un problème. Il faut se réinventer. Enfin, je reprends toujours le même exemple, la Pascaline, qui est peut-être la première ordinateur intelligence artificielle qui faisait des additions. Blaise Pascal l'a inventé pour décharger son père qui faisait des calculs d'impôts pour le roi. Et quand il lui a inventé la Pascaline, il lui a rendu service. Mais si le roi s'était aperçu, je ne sais pas ce que l'histoire en a dit, qu'en fait c'était une machine qui allait faire ça, peut-être qu'il aurait arrêté de payer le père de Blaise Pascal qui faisait des additions pour le roi. Donc la question c'est il faut se réinventer, mais il faut se réinventer vite pour pas, quelque part, être trop pénalisé. Vous prenez l'exemple du médecin. Est-ce qu'un radiologue aujourd'hui qui regarde une radio, peut-être moins bien qu'un ordinateur, comment est-ce qu'il va se réinventer ? Il faut qu'on arrive aussi à repositionner les gens par rapport à leurs études vers d'autres métiers un peu moins automatiques. Donc c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut le faire.
On n'a pas le choix. Je ne sais pas si je partage totalement votre avis sur le fait de se réinventer. Parce que si on prend ça à l'extrême, dans le quotidien, je me marie, je ne sais pas quelle forme de contrat je dois faire, admettons. Donc du coup, je vais faire ma recherche avec l'intelligence artificielle. J'ai 3 options. Laquelle je choisis, je ne sais pas, parce qu'en fait, je ne suis pas avocate. Après, je suis malade. Et je vais utiliser l'intelligence artificielle pour définir tout ce qui ne va pas chez moi. Mais finalement, quel médicament prendre ou quelle solution adopter, une fois de plus, je ne sais pas parce que je ne suis pas médecin. Et en fait, si tous les aspects de la vie, si on enlevait tous les experts et qu'on utilisait l'intelligence artificielle, donc ça c'est bien évidemment un scénario extrême, mais c'est pour extrapoler l'image que j'ai, c'est que je ne sais pas s'il y a besoin de réinventer. Il faudrait peut-être réinventer les prix ou la stratégie de pricing, certes, mais est-ce qu'il faut réinventer les métiers? J'en suis pas sûre. Non, mais vous avez raison. C'est le métier de conseil, comme j'ai essayé de dire tout à l'heure, la décision, quelque part, reste toujours. Mais il faut bien voir que ces corps de métier survivent aujourd'hui parce qu'il y a une grosse partie qui est automatique, de la bureaucratie, etc. Si vous leur enlevez ça... Les métiers juniors qu'on va enlever. Peut-être les métiers juniors, mais c'est aussi... ça peut être dramatique. Parce que, donc c'est là où il faut peut-être orienter plus, quelque part, donner plus d'importance à la partie conseil. Peut-être qu'aujourd'hui, quand les médecins passent... peut-être une demi-heure à remplir de la paperasse et 5 minutes à discuter avec un patient. Il faut peut-être changer le ratio. Peut-être qu'il faut qu'on passe plus de temps dans le cabinet. Et puis peut-être que les médecins, à ce moment-là, passeront moins de temps. Je vais me faire plein d'ennemis à faire de la paperasse, etc. Donc quand je dis réinventer, c'est peut-être changer l'ordre des choses et être plus proche de la personne plutôt que de la paperasse qui semble être très, très bien faite par les machines aujourd'hui et encore plus dans le futur. Je vous disais ça parce que l'autre jour, je suis tombée sur... dans les médias, je suis tombée sur apparemment un algorithme ou une application qui vous permet de prendre une photo, par exemple, de votre chambre et de refaire toute la décoration. Et du coup, il disait « Oh mon Dieu, c'est... » Il lançait un peu une alerte en disant « Oh mon Dieu, c'est la fin du métier des ingénieurs et puis des architectes d'intérieur, décorateurs, etc. » Et je me suis dit « Mais de toute façon, on va dire dans la moyenne de la population de manière générale, de toute façon, c'est des gens qui n'ont peut-être pas les moyens ou qui n'auraient pas forcément fait appel à ce genre de personnes. Puis c'est ces mêmes personnes-là qui vont utiliser cette application. Mais si j'ai un certain niveau, un certain standing et que j'achète une nouvelle maison, moi, cette application, elle ne me servirait pas à grand-chose parce que je voudrais le conseil humain. Donc, est-ce que la question, c'est pas plutôt, OK, il y aura un type de service pour une certaine catégorie de la population, un certain pouvoir d'achat, et un autre type de service plutôt humain pour les personnes qui pourront se le payer? J'espère que c'est pas vrai. Enfin, j'espère qu'on n'en arrive pas là parce que ça voudrait dire en gros qu'on ne pourra voir le médecin que quand on a de l'argent et puis sinon on aura la machine. Donc c'est là où je dis aussi réinventer notre système de santé de manière à ce que quelque part quand même que tout le monde puisse avoir accès un peu aux médecins, quels que soient nos moyens, et puis qu'on n'envoie pas les machines chez les pauvres et les médecins chez les... On a déjà un peu ça. Quand quelqu'un est assuré en privé, il va avoir... l'accouchement va se faire, j'imagine, avec le chirurgien expert, sinon on n'a que... etc. On a un peu ça. Mais si l'intelligence artificielle accentue ça, ce serait un peu triste. Comme on parle justement de se réinventer, j'ai toujours eu l'intuition finalement, et je l'ai entendu encore aujourd'hui, c'est que étant donné que la machine utilise des données passées pour créer quelque chose, donc par exemple, si je veux imaginer comment est-ce que Rembrandt aurait peint la tour Eiffel, je peux mettre ça dans une intelligence artificielle et elle va se baser sur des photos peut-être de tour Eiffel, des photos de Rembrandt, regarder, essayer de faire quelque chose de concluant. Mais finalement, il manque l'aspect original, c'est-à-dire que il faut que la donnée soit déjà dans le système, donc c'est de la donnée passée, pour qu'elle puisse être utilisée par une intelligence artificielle. Mais qu'en est-il de la donnée qui n'existe pas encore? Et là, peut-être, est la résistance humaine, dans le sens que si on a besoin finalement que l'humain crée le contenu, peut-être innovant, pour qu'ensuite la machine suive. Est-ce que c'est quelque chose qui est toujours vrai aujourd'hui? Ou est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'au contraire, l'IA serait capable d'imaginer des choses que l'être humain n'est pas capable d'imaginer actuellement, d'innover en quelque sorte? Alors c'est une très bonne remarque. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les algorithmes d'apprentissage sont des algorithmes qui apprennent des données. Donc vous avez absolument raison. Donc par exemple, l'algorithme d'addition, lui, n'apprend pas des données. Il peut faire 36 millions de fois la même addition, il ne va pas changer. Par contre, les algorithmes qui vont vous proposer
d'aller manger à tel ou tel restaurant, plus ils ont vu de restaurants, plus ils vont vous proposer des choses. Et la question que vous posez, c'est est-ce qu'ils peuvent quelque part sortir des sentiers battus, sortir de ce qu'ils ont vu? En fait, encore une fois, c'est Alan Turing qui, de mon point de vue, a défini le numérique, l'intelligence artificielle, etc., qui a écrit un article très intéressant où il a dit le secret vraiment de l'apprentissage, c'est de faire des erreurs. Et en gros, ce qu'il proposait, il y a très longtemps, mais qu'on commence à voir aujourd'hui, c'est de parfois vous proposer des choses au hasard. Et de se dire, c'est pas grave si je me trompe. Et à partir du moment où on arrive à mettre des algorithmes qui font ça dans les machines, il y a un risque, parce que peut-être qu'ils vont vous envoyer dans un restaurant qui n'existe pas, parce qu'ils ont fait un truc au hasard, ou un restaurant complètement... Mais c'est comme ça qu'ils vont pouvoir devenir encore plus proches de nous, dans le sens où ils vont prendre des risques, et ils vont peut-être se dire, Rembrandt, je vais peut-être rajouter une plume dans un chapeau, ce que ne faisait peut-être jamais Rembrandt, je caricature, et peut-être que ça va plaire, et ça va être un Rembrandt moderne, ou ceci ou cela. Et ça, c'est en train d'arriver. Donc, c'est presque des algorithmes qui jettent une pièce en l'air, regardent si c'est pile ou face, et prennent une direction qui n'était pas vraiment prévue. Donc, ce qu'on appelle parfois les algorithmes randomisés, ou parfois on dit reinforcement learning, dans le sens où on apprend, et si on ajuste, on est récompensé, et puis la prochaine fois, on ira plus dans cette direction, et si on a fait faux, on ira dans l'autre direction. On est en train d'aller là-dedans, et je pense que ça sera la prochaine génération d'algorithmes qu'on verra peut-être dans la pratique. Donc, on l'a souvent mentionné, et on va enfin y venir à ce fameux chat GPT. Qu'est-ce que c'est, finalement? C'est une question très, très, très difficile. Presque philosophique. Presque philosophique. En fait, il y a deux réponses. Une réponse, disons, peut-être simple, scientifique, c'est vraiment de regarder comment vous communiquez, par exemple sur WhatsApp. Quand vous échangez des messages avec quelqu'un, vous dites bonjour ou salut, virgule, comment, et puis WhatsApp va rajouter ça va. Comment ça va? C'est lui qui va rajouter ça va. Donc il va finir votre phrase. Pourquoi est-ce qu'il rajoute ça va? Parce que le système WhatsApp, le logiciel, l'algorithme, il regarde le passé de toutes les conversations qu'il y a eu, puis il remarque que la plupart du temps, quand on dit salut, virgule, comment, eh bien la plupart du temps, on met ça va. Donc statistiquement parlant, c'est ça va qui vient le plus souvent après comment. Alors parfois c'est particulièrement pénible parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'on voulait dire et c'est très énervant. D'accord? Donc c'est comme ça que fonctionne WhatsApp. Est-ce qu'il se base sur l'historique de mes conversations ou des conversations en général? Je pense que c'est les conversations en général. Peut-être que je dis des bêtises, mais le système, je pense... peut-être qu'à chaque fois qu'il y a une mise à jour, je ne vais pas dire de bêtises, mais le principe est de passer. ChatGPT, c'est cette idée-là, quelque part, multipliée par la taille de l'Internet. Parce qu'il ne va pas juste regarder, jusqu'à 2021, il ne va pas juste regarder ce que vous avez dit dans votre conversation, ce qu'ont dit les autres. ChatGPT fait la même chose, il complète, mais en regardant tout ce qui a été sur Internet jusqu'en 2021. Donc son champ d'investigation est énorme. Il dit, si vous dites salut, virgule, comment ça, il va vous mettre ça va. Si ensuite vous rajoutez une autre phrase, il va regarder qu'est-ce qui a été dit dans le passé. Une fois qu'on a dit salut, virgule, comment ça va, au fait, Spinoza, qu'est-ce qu'il a fait vraiment, il va regarder dans le passé qu'est-ce qui a le plus souvent apparu après ces deux phrases. Et en gros, ce que fait ChatGPT, c'est exactement ce que fait votre système WhatsApp, mais à une échelle beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande. Mais c'est le même principe. Qu'est-ce qui est apparu le plus souvent dans le passé sur Internet, en suivant la première question, la deuxième question, la première réponse, la deuxième réponse, etc. Et c'est ça, ChatGPT. Maintenant, ça, c'est la réponse un peu technique. C'est pas très sorcier, en fait, quand on y pense, mais c'est très puissant parce que quand on arrive à prendre toutes les données d'Internet, eh bien, ça donne des résultats complètement... hallucinant parfois. Alors, quand vous dites Internet, c'est quoi Internet pour vous, dans ce cadre-là? Alors, dans ce cadre-là, je pense que, si je ne dis pas de bêtises, je pense que c'est une grosse partie des pages web qui étaient disponibles jusqu'à 2021. D'accord. Donc, en écrit uniquement, pas en oral? Apparemment, c'est la prochaine génération, l'oral. Oui, je pense que c'est tout ce qui était écrit, alors beaucoup en anglais, mais évidemment, il y a la version française qui a regardé le français, et puis la version chinoise. Non, je ne suis pas sûr qu'il y ait une version chinoise, mais d'autres versions. Ok. Et donc, il va se référer sur le passé, sur tout ce qui a été le plus souvent fait pour donner une réponse actuelle. Mais si, alors je ne sais pas si c'est faisable ou pas, mais si je pose une question qui n'a jamais été abordée ou s'il n'y a pas d'information, s'il n'y a pas de réponse à ma question, qu'est-ce qu'il fait dans ce cas? Alors,
tous les mots ont déjà été utilisés. Oui. Donc, il prend la combinaison des mots et il dit, je prends cette combinaison de mots, je regarde probabilistiquement qu'est-ce qui est apparu le plus souvent. Peut-être que c'est pas 6 mots, c'est comme quand vous tapez une requête sur Google. Parfois, il vous enlève un des mots. Il vous dit, sur les 2 premiers mots que vous avez demandé, j'ai des pages web. Sur le 3e, vous avez même un petit trait dessus. Donc, c'est un peu le même système. Donc, il regarde les questions que vous avez posées. Pour lui, le fait que ce soit une question, pas de question, etc., c'est juste un point d'interrogation qui apparaît. Alors maintenant, les gens qui ont programmé ChatGPT ont fait en sorte qu'il y a des questions considérées sensibles où il ne va pas vous répondre. Il va vous dire, oh là là, non, je ne préfère pas m'aventurer sur ce terrain, etc. etc. C'est vrai ? Oui, par exemple, j'ai vu ça il n'y a pas très longtemps. Quelqu'un avait posé une question, est-ce que vous pouvez me sortir un verset qui ressemblerait au Coran, par exemple ? Et ChatGPT a sorti un verset qui ressemblait au Coran. Et j'ai remarqué, quelqu'un m'a dit que quelques jours plus tard, une autre question du même genre, ChatGPT a dit non, je ne sais pas faire. Alors évidemment, je pense qu'il y a des ingénieurs derrière qui prennent des précautions comme ça pour ne pas froisser des gens, pour pas faire en sorte qu'il y ait des gens qui aillent brûler les locaux de OpenAI, etc., etc. Donc il y a l'algorithme initial et il y a des garde-fous. Mais est-ce que ce n'est pas l'essence même de l'intelligence artificielle ou de quelque chose comme ChatGPT qui est justement avoir cette liberté? Est-ce qu'une fois de plus, on va créer quelque chose et lui mettre des contraintes? Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce système qui dialoguait avec les gens, qui commençait à prendre des photos de gens de couleur noire en disant que c'est des singes et l'inverse, etc. Là, c'est des limites qu'on a envie de mettre absolument. Donc, les injures, le racisme, l'homophobie, etc. Je pense que la liberté totale, avec un engin qui va très 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 vite, très très dangereux. Donc les garde-fous sont importants. Maintenant, qui doit les mettre, comment les mettre, ça c'est une autre question. Mm-hmm. Comme on a dit tout à l'heure aussi, il peut y avoir de la fausse information, de la désinformation qui est mise sur le web, et donc ChatGPT pourrait donner de l'information fausse. Et sur certains sujets, ça peut avoir des conséquences, politiques ou autres. Donc c'est normal qu'on mette des garde-fous, le temps qu'on puisse justement trouver un moyen de valider l'information. De dire ce que ChatGPT dit est vrai à 100%, et à ce moment-là, ce serait... Absolument. Exactement, vous résumez bien la situation. En fait, il y a 2 stratégies. Il y a une stratégie qui consiste à dire à long terme, il faudrait que les réponses apportées soient elles-mêmes, quelque part, que lui-même fasse l'exercice de vérifier des choses en prenant des médianes plutôt que des moyennes, en faisant ceci ou cela. Mais en attendant que cela soit fait, ce qui est très difficile, il y a comme des courts-circuits. C'est comme il y a une autre couche qui, quand elle voit une réponse, dit celle-là, je ne vais pas la donner. Parce qu'il y a tel ou tel mot qui pourrait être insultant, qui pourrait provoquer je ne sais pas, il y a des gens qui pourraient faire confiance à la machine en disant non, si vous êtes fatigué, allez vous mettre dans le frigidaire puis restez une demi-heure. Peut-être que ChatGPT pourrait proposer ça. Et c'est bien qu'il y ait des garde-fous pour dire non, ça ne m'a pas l'air très, très catholique, il vaut mieux éviter. Finalement, c'est une fois de plus, plus la technologie, mais c'est vraiment la limite humaine. Jusqu'où on pose la limite et à partir de quel moment ce n'est plus une limite. Absolument, absolument. Je pense que c'est... ce sera le vrai défi, à mon avis. C'est l'un des défis. L'autre défi, c'est qui est responsable. Ouais. Ça, c'est, de mon point de vue, le gros défi de ces systèmes. Quand vous interrogez votre ordinateur, votre logiciel, Google, ChatGPT, puis il vous dit quelque chose, puis, je sais pas, il vous dit non, attention, le vaccin a fait ceci ou cela en se basant sur de fausses informations, qui est responsable de l'action que vous prenez? Aujourd'hui, c'est un peu... Personne n'est responsable. Et ça, c'est très dangereux. Je pense qu'on devrait arriver à un monde où les gens soient responsables de ce qu'ils mettent sur Internet et les entreprises qui jouent le rôle d'infrastructure soient responsables de ce qu'on vous dit. Parce que si après vous dites, tiens, il m'a conseillé de prendre 36 oracilline pour mon angine et que vous mourrez après, qui est responsable? À l'heure actuelle, ça en est où exactement, ChatGPT? Dans son évolution, est-ce que les réponses sont plus ou moins fiables? Est-ce qu'elles sont... elles ont une valeur? Est-ce qu'il faut tout revérifier? Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui utilisent de plus en plus ChatGPT pour leur travail, pour offrir des informations, que ce soit dans les études ou dans d'autres domaines. Finalement, comment est-ce qu'on doit prendre tout ça? Alors, encore une fois, c'est une question très très bonne. Disons, ChatGPT ou les concepteurs de ChatGPT s'en fichent de la vérité. Est-ce que l'information est vraie ou pas? Tout ce qui les intéresse, quelque part, c'est le côté vraisemblable. Est-ce que ça a été dit dans le passé?
Est-ce que ça ressemble à des choses que les gens ont considérées comme correctes? Si l'information donnée n'est pas correcte, encore une fois, ils s'en fichent royalement. Enfin, ils s'en fichent pas parce qu'ils aimeraient bien qu'elle soit correcte, mais c'est pas le but de l'algorithme. Et alors du coup, c'est très dangereux. Et l'utilisation qui peut en être faite aussi, elle peut être dangereuse. Maintenant, souvent, c'est faux. Ça a l'air vrai. Très, 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 très souvent, ça a l'air vrai. Mais souvent, quand on regarde les détails, c'est faux. Par exemple, quand on dit... dans mon métier d'enseignant, on doit parfois évaluer les élèves. Parfois, aujourd'hui, on se pose la question, quand on pose une question à quelqu'un, est-ce que la réponse qu'il nous a donnée pourrait être donnée par ChatGPT? Et si c'est une réponse qui aurait pu être donnée par ChatGPT, on estime que la réponse n'est pas intéressante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effort, comme on a dit tout à l'heure, personnel, d'effort intellectuel de plus, etc. C'est comme si on distinguait les gens qui apprennent par cœur et les gens qui ajoutent une petite touche personnelle, etc. Donc aujourd'hui, c'est à prendre avec des pincettes. C'est un outil d'aide extraordinaire, mais il faut bien se rappeler que ça ressemble un peu à Google, au sens où on a une liste de liens, certains sont vrais, certains sont faux, il faut faire soi-même... eh bien, c'est juste que ça les met ensemble et ça nous donne une réponse. Si on est paresseux, on pourrait copier-coller cela et l'envoyer quelque part à la personne qui nous a demandé de faire un exercice de compilation d'informations. Mais encore une fois, c'est très dangereux. Et il faut pouvoir arriver à un système où on serait responsable de ce qu'on fait de cela, tout comme OpenAI devrait être responsable des réponses qu'ils font. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Personne n'est vraiment responsable. Est-ce qu'on a les moyens de vérifier si, pour une réponse, ChatGPT ou autre a été utilisé? Parce que je me rappelle, quand on était à l'école, pour les thèses de fin d'année ou les choses comme ça, on disait attention, pas de copier-coller parce qu'on fait passer ça dans un programme et on peut rapidement détecter s'il y a eu une copie ou autre. Donc est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est faisable? C'est très difficile. Alors il y a des essais dans ce sens. Alors pour simplifier encore une fois, les essais dans ce sens utilisent une sorte de watermark. C'est comme si à chaque fois que vous mettez un texte, je simplifie beaucoup, supposons qu'on décide qu'à chaque fois que OpenAI sorte une réponse, il y ait par exemple 3 fois plus de voyelles que de X, par exemple. Et on dit tous les textes doivent avoir cette règle. Du coup, vous vérifiez, vous dites effectivement c'est 3 fois plus de voyelles que de X, donc ça c'est ChatGPT. Donc c'est un peu des techniques, mais c'est des techniques qui peuvent être contournées. Si l'élève connaît cette règle-là, il va s'arranger pour que son texte ne contienne pas, même s'il l'a pris de ChatGPT, il va rajouter des X ou il va enlever des voyelles. Donc c'est des techniques qui ne sont pas très très fiables quelque part. Ça peut marcher entre une machine et une autre machine si la deuxième machine ne connaît pas la règle, mais avec des humains un peu malins comme sont les étudiants ou les gens qui veulent passer des examens, qui veulent absolument avoir... C'est très dangereux. Donc aujourd'hui, c'est un vrai problème que de pouvoir distinguer, un vrai problème. Alors finalement, comment est-ce que ça va redessiner ou redéfinir des aspects comme votre domaine qui est l'enseignement, par exemple, ou d'autres, si finalement on a accès à l'information comme on l'a depuis ces dernières années, mais de manière plus poussée? Est-ce que on s'était dit la même chose avec Internet et Google et tous les autres moteurs de recherche? Je pense qu'on s'est posé la question de « Oh mon Dieu, comment est-ce qu'on va faire? Plus personne va utiliser son cerveau. » On s'est dit la même chose avec les calculettes, on s'est dit la même chose avec le téléphone, etc. Donc aujourd'hui, on se dit la même chose avec ChatGPT, mais est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'on s'inquiète pour rien ou pas? Non, moi je pense qu'on ne s'inquiète pas pour rien. Il y a un vrai danger, oui, bien sûr. Donc, à quel niveau? Par exemple, au niveau de l'évaluation, si quelqu'un est capable de passer un concours de médecine sans rien connaître en utilisant juste ChatGPT, c'est dangereux. C'est dangereux parce que, c'est pas juste par rapport aux autres étudiants qui ont appris, mais à la limite, on peut se dire que c'est pas très grave, mais ça veut dire que la personne va être vraiment médecin et va se retrouver à devoir faire des opérations chirurgicales. Et à ce moment-là, elle va pas demander à ChatGPT comment où est-ce que je coupe, etc. Donc c'est dangereux parce que ça peut quelque part donner des diplômes à des gens qui ne connaissent rien dans la matière, etc. Donc il faut qu'on se réinvente, tout comme le médecin doit se réinventer, le radiologue doit se réinventer, nous on doit se réinventer la manière avec laquelle on enseigne et la manière avec laquelle on évalue les étudiants pour faire en sorte que seuls ceux qui connaissent vraiment le domaine eux-mêmes puissent exercer. Mais là aussi, on peut se dire, oui, mais c'est pas grave s'ils ne le connaissent pas à fond, parce qu'ils pourront toujours utiliser ChatGPT. Oui, mais ChatGPT n'est pas fiable, ou la version suivante. Donc, il faudra se réinventer, et tout comme on a dû se réinventer après la calculette, en disant, il faudrait peut-être ne plus donner que des additions bêtes et méchantes aux élèves, mais leur donner aussi des problèmes de... Vous avez 3 carottes, machin, il faut arriver à extraire où se passe l'addition. Peut-être qu'on va aller dans un monde où l'enseignement et l'évaluation va être au-delà
de ce que fait ChatGPT, peut-être des critiques, trouver la source, prouver la véracité, peut-être aller dans ce sens. Mais c'est un gros défi. De toute façon, par rapport à l'enseignement et la manière de tester les élèves, ça se fait dans la classe et puis en présentiel. Donc là, c'est difficile d'utiliser ChatGPT, à moins que ce soit des travaux de groupe. Et ça, c'est bien évidemment autre chose. Exactement. Parce qu'il ne faudrait pas... Beaucoup d'évaluations aujourd'hui, ces dernières années, sont allées vers moins d'examens parce qu'on a estimé que c'était un peu trop, disons, un peu trop vieux, anachronique, etc. Et puis on est allé vers ce qu'on appelle le learning by doing, les gens travaillent en groupe, etc. Mais avec des outils comme ça, peut-être que ça va nous forcer à revenir à l'évaluation classique où l'élève passe au tableau, il peut utiliser rien du tout, on lui enlève sa montre qui pourrait, dans la version future, contenir tout, on lui enlever ses écouteurs et lui dire au tableau de nous raconter tel ou tel poème pour non pas le punir, mais pour s'assurer que son cerveau a suffisamment retenu de choses pour qu'il puisse ensuite évoluer tout seul. Donc peut-être qu'on va revenir vers des systèmes d'évaluation aujourd'hui considérés comme anachroniques. Allez, on va repartir sur Horizon 2030, comme on aime bien le faire. Si tout le monde utilise ChatGPT, est-ce qu'on peut imaginer une société qui est plus ou moins réinventée ? Comment est-ce que ça pourrait évoluer finalement tout ça ? Comment ça pourrait ? C'est difficile, mais comment j'aimerais, je dirais. Encore une fois, c'est vraiment responsabiliser, responsabiliser les concepteurs de ces systèmes. Et peut-être que les réseaux sociaux aussi, aujourd'hui, où les gens peuvent raconter n'importe quoi en toute impunité, peut-être qu'on pourrait dire, mais non, mais tu as dit ceci, tu as traité telle personne de ça, c'est de la diffamation, donc tu es responsable de ce que tu as dit. ChatGPT nous a raconté que pour soigner une angine, il faut faire ceci ou cela. Non, c'est faux, donc on peut poursuivre la personne ou l'entreprise qui a mis ce genre de choses. Encore une fois, la responsabilisation des gens, on parle beaucoup de réguler l'IA, mais réguler l'IA, c'est comme si on disait, il y a beaucoup d'accidents de ski, il faut réguler les skis. Non, le problème, c'est les skieurs. Là, pareil, le problème, c'est les gens qui mettent de l'information ou qui écrivent les algorithmes, etc., qui devraient, à mon avis, être pénalement responsables de ce qu'ils disent. Et peut-être, si on arrive à faire cela et si on combine cela avec des systèmes informatiques où on puisse retracer exactement qui a mis telle donnée qui a conduit à tel résultat, la combinaison des deux, peut-être, nous permettrait de faire en sorte que le monde soit un petit peu meilleur et d'utiliser les outils à bon escient plutôt que de les utiliser pour raconter n'importe quoi. Une espèce d'impunité où les gens s'estiment, disons, comme ils sont chez eux, puis il y a un écran, puis personne ne va leur mettre une baffe, ils peuvent traiter les gens de tout et n'importe quoi, alors que s'ils le faisaient dans la rue, il y aurait des conséquences. Mais peut-être qu'il faut qu'on force les entreprises qui mettent ce genre d'infrastructure à notre disposition à dire non, un tel, je peux accuser Google de diffamation parce que quelqu'un chez Google, à travers Google m'a diffamé et du coup Google doit lui aller chercher la personne et lui dire il faut payer une amende de combien ou il faut aller demander pardon. Je sais pas, peut-être que je suis utopiste, mais j'ai l'impression que si on fait pas ça, ça ne va qu'empirer avec les outils dont on dispose. Ouais. Surtout avec toutes les solutions de deepfake. Absolument, ça va être encore pire de faire une vidéo qui montre quelqu'un en train de faire quelque chose qui va se faire peut-être finalement la justice va le disculper, mais le mal aura été fait. Donc si on a des systèmes informatiques qui permettent de revenir à la source de tel ou tel deepfake, et si on a une législation qui permet de dire non, ça c'est tout aussi punissable que si vous avez cassé la gueule de quelqu'un dans la rue, alors à ce moment-là peut-être que... Mais est-ce que vous ne pensez pas que finalement il faut refaire une éducation, entre guillemets, du consommateur, mais c'est une éducation finalement qui est très simple, qui fait revenir aux choses essentielles, qui est ne pas dire quelque chose de déplacé, parce qu'imaginez-vous que vous dites cette chose à la personne qui est en face de vous. Enfin, finalement, c'est pas très compliqué ce qu'on doit faire et ce qu'on doit pas faire. Mais c'est juste que, étant donné que c'est dans le monde virtuel, comme vous dites, il n'y a plus de limites, ou en tout cas, étant donné qu'on n'est pas punissable, on se permet beaucoup plus de choses. Absolument. Alors, combiné à cela, qui est peut-être un sens civique qui soit clair, il faut aussi quand même apprendre aux gens qu'est-ce que c'est que ce monde virtuel dans lequel ils évoluent. Par exemple, expliquer qu'il suffit d'une petite fausse information, la vitesse de dissémination est telle que ça peut atteindre des milliers de gens, et c'est pas parce que quelqu'un d'autre vous a dit qu'il a vu une information que ça a plus de chances d'être vrai, parce que ça se dissémine tellement vite que ça n'a aucun sens. Donc instruire aussi les gens sur, encore une fois, le numérique, au-delà des jeux et des trucs, mais leur expliquer comment ça marche, pourquoi ça se dissémine vite, pourquoi c'est facile de faire du deepfake. Donc les sensibiliser à la technologie, mais vraiment en leur expliquant les bases de la technologie, plutôt que juste les produits qui en sortent. De la manière comment on pose les questions,
finalement, ça va nous apprendre à comment communiquer à cette nouvelle forme d'intelligence. Est-ce qu'on peut dire que c'est une espèce à part entière? Je ne sais pas. Mais en tout cas, plus on apprend à mieux poser la question, mieux on aura une meilleure réponse. Alors, est-ce que c'est une espèce? Je pense au sens darwinisme, je ne dirais pas. Mais c'est clair que plus on pose de bonnes questions, il y aura des réponses plus vraisemblables. Mais encore une fois, ça reste des réponses vraisemblables. Personne ne promet que c'est juste. Vous devriez prendre la responsabilité de la justesse de l'information si vous en faites autre chose. C'est surtout ça qui me semble crucial. En conclusion de cette discussion, qu'est-ce qu'on peut garder et surtout les points de vigilance? Alors, le point de vigilance, le premier point de vigilance, mais c'est presque trivial, c'est que, attention à ce que vous lisez, c'est souvent pas vrai, c'est souvent vraisemblable, et disons pas souvent, c'est quand même parfois pas vrai. Et le deuxième point de vigilance, c'est essayer de réfléchir à 2 fois avant de poster quelque chose, parce que ça peut avoir des conséquences immenses. L'information traverse le monde de manière à la vitesse de la lumière, donc il faut faire attention à ce qu'on raconte, ou que ce soit en médecine, ou en sciences, ou en littérature, ou en machin, ça peut avoir des conséquences que vous n'avez pas imaginées, donc attention à ce que vous dites, et peut-être qu'un jour vous serez pénalisé si vous dites des bêtises. En contrepartie, pour rassurer l'auditeur, qu'est-ce que... Alors pour rassurer l'auditeur, je dirais que ces technologies sont quand même, ont un pouvoir, une force extraordinaire, et peut-être qu'en faisant bon usage, on arrivera à faire disparaître certaines maladies, on arrivera à créer des vaccins, on arrivera à réduire le nombre d'accidents sur la route, et qui sait, peut-être qu'on trouvera des techniques pour dessaler la mer de manière moins énergivore, etc. Donc je pense que c'est des technologies qui peuvent aider la science de manière incroyable, et du coup aider l'être humain à mieux vivre. Donc c'est vraiment des technologies qui sont très 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 importantes pour l'être humain, et puis l'avenir, je pense, nous le dira. Mais à utiliser avec précaution. Voilà, avec responsabilité et précaution. Rachid Guerraoui, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir éclairé sur tous ces aspects. On vous souhaite bonne continuation pour la suite et on espère vous recevoir prochainement parmi nous. Avec grand plaisir, merci. Merci, à bientôt, au revoir. Au revoir.